La création de l'homme est une manipulation. Ça, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais ça l'est particulièrement. Bon, alors, effectivement, là, on va encore passer dans le... Je ne sais pas si on peut, et si vous avez beaucoup de temps, on va encore passer dans le... Là, on va choquer encore plus de monde l'hypothèse que de jusqu'à crime. là. L'hypothèse de crime, c'est quand tu es... Là, je vais quand même utiliser un langage de gendarme qui, heureusement, va encore passer avec les gendarmes qui m'écoutent aujourd'hui, qui ne me prennent pas pour un allumé. C'est qu'on est face à un crime, une scène de crime. Et ça va aussi passer pour tous les abrutis qui s'abrutissent devant les séries de télé Made in USA. Devant la scène de crime, on constate le crime abominable. Le crime abominable qu'on constate aujourd'hui, c'est l'état de la planète. Voilà, hein, pour faire un parallèle. Tout le monde peut le voir. Maintenant, et tout le monde peut le voir. On est tous autour à se gratter la tête et autre chose de cette scène de crime abominable. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donc de tirer une hypothèse de crime comme tout enquêteur, c'est-à-dire comprendre les tenants et les aboutissants du crime, qui l'a commis, quel est le commanditaire, et pourquoi et comment. Et surtout, pourquoi. Alors, parmi toutes les théories, après, les hypothèses de crime, on peut parler du bien, du mal, de Dieu, de Satan, etc. Nous, il y en a une qu'on valide d'autant plus qu'elle s'appuie quand même sur quelque chose de factuel, c'est-à-dire que je fais référence aux tablettes sumériennes. Alors, je sais qu'il y a encore une question d'interprétation derrière, mais l'interprétation des tablettes sumériennes, en ce qui concerne les travaux de Zecharia Sitchin, c'est quand même plus proche de la traduction, il y a aussi de l'interprétation, certes, mais nous apprend que l'être humain, et c'est d'ailleurs ce que disent aussi les textes religieux, hein, de toutes les obédiences confondues, a été créé par un dieu, par des dieux ou quelque chose. Bon, si on veut être purement basique dans nos réflexions, on peut dire que ça a été créé par une entité extérieure, c'est tout à fait logique. Après qu'on y mette l'étiquette de Dieu, là, on commence, à mon avis, à partir en vrille. On est donc une création artificielle ou semi-artificielle, et ce que décrit les tablettes sumériennes, c'est qu'on a été créé à base donc d'une manipulation de l'Homo erectus avec des entités d'une confédération intergalactique, pour employer les termes des New Age, je dirais plutôt d'une force de colonisation intergalactique. Probablement en association avec des entités, parce que là, il y a ce qu'on appelle l'extraterrestre et l'entité extradimensionnelle. C'est ce que disent la plupart des mythes anciens, oui. Aussi. Oui. Alors, on n'est pas dans le comment dire, l'incohérent, le déjanté, les tablettes sumériennes, si on accepte de prendre ça comme élément, sont quand même vachement intéressantes. Et effectivement, quand on se regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est ? On est une créature imberbe, avec les cheveux qui poussent et les ongles qui poussent indéfiniment. Et avant d'être cela, nous étions une créature proche du singe, on peut dire, qui n'avait pas ce problème. Parce que pour moi, excuse-moi, mais c'est un problème. C'est-à-dire que l'être humain, l'Homo sapiens, a été créé de la part de l'Homo erectus pour être un être de disharmonie sur la planète Terre. L'Homo erectus était un être harmonique. L'Homo erectus, d'après les tablettes sumériennes, était une créature, d'ailleurs aussi dotée de conscience, certes primaire, mais c'est très bien d'être primate sur la planète Terre, et qui, en plus, veillait sur les autres créatures, sans être dans la chaîne de prédation. C'est-à-dire qu'elle mangeait des plantes, des feuilles, des fruits. Comme les grands singes. Il ne chassait absolument pas. C'était un cueilleur et non pas un chasseur-cueilleur, l'ancêtre de l'homme. Un protecteur des autres animaux. Et un protecteur. C'est-à-dire que les tablettes sumériennes, qui semblent être le journal de bord de l'entité qui a créé l'être humain, expliquent très bien que l'Homo erectus protégeait les autres créatures. Ils ont trouvé sur place. Ils l'ont, à chaque fois sur Terre, à chaque fois qu'ils ont capturé des animaux pour faire leurs expériences, ils ont eu entre leurs pattes l'Homo erectus qui venait pour défaire les pièges des autres animaux. Donc un être empathique, qui protégeait les autres, et qui manifestement devait être en communication télépathique avec les autres animaux, puisqu'il faut savoir que chez les animaux, et chez nous aussi, la télépathie est une vérité. Après, qu'on ait étouffé la télépathie, c'est normal, puisqu'on nous a apporté le gène de la parole, pour nous tromper, puisque c'est à travers la parole qu'on peut nous tromper. Si moi je lis dans tes pensées, ben, tu ne pourras pas me tromper. Donc l'intérêt de détruire la télépathie au profit de la parole. L'Homo erectus était
forcément télépathes avec les autres animaux et intervenaient donc à chaque fois qu'il y avait nécessité d'intervenir pour dégager d'autres animaux des pièges tendus par cette confédération, par cette force de colonisation. Et ceux qui ont observé l'Homo erectus ont décidé de le capturer, ont fini par le capturer et ont décidé que ce serait avec cette créature qu'ils créeraient un hybride pour ensemencer la Terre. Et l'hybride a été créé pour ensemencer la Terre à titre de bétail. C'est-à-dire que nous, descendants de l'Homo erectus et de cette manipulation génétique, nous sommes un bétail. Et quand on y regarde de plus près avec honnêteté intellectuelle, avec un regard vraiment objectif, on s'aperçoit que nous sommes des créatures totalement dénaturées, totalement inadaptées à la vie sur Terre. Nous n'avons pas de pelage. Comment ça se fait-il? On ne peut pas survivre sans pelage. Avant, nous en avions, après la manipulation, nous n'en avons plus. On fait oui, mais nous sommes intelligents, etc. Je veux bien. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, que ne font pas les autres créatures de la planète Terre? Nous détruisons, nous saccageons la planète, soi-disant pour pouvoir nous survivre en tant que créatures inadaptées. Et les premiers massacres que nous avons commis ont concerné les animaux, les autres créatures qu'avant nous protégions. Donc, les dieux qui nous ont créés nous ont ensuite expliqué, bon, t'as pas de poils, c'est bête, hein. Bon, écoute, il va falloir que tu chasses 2 animaux pour reprendre leur pelage. Et puis tiens, je vais te donner le feu pour te chauffer. Et puis tant que tu es, puisque tu as massacré d'autres animaux, tu vas pouvoir manger leur viande, la faire griller, tu vas t'apercevoir que c'est très bon, c'est plein de protéines. C'est de là qu'est née la légende urbaine de la protéine animale, dont on n'a pas besoin du tout, il suffit de manger de la salade par exemple. Et ce qu'on peut aussi lire à travers la tablette sumérienne, mais plein d'autres travaux archéologiques et autres, c'est que les dieux, après, ont donné les consignes à l'humanité pour s'adapter à la vie sur Terre, en étant donc des créatures disharmoniques. Et cette adaptation de ce que nous sommes sur la planète Terre amène à la révolution industrielle, c'est-à-dire au summum de l'offensive de destruction du vivant sur la planète Terre. Et ça, c'est du constat, hein, qu'on est, nous, le vecteur de la destruction du vivant sur la planète Terre. Ça, c'est un constat. Et il faut dire, on est quand même, quand tu regardes l'évolution, la théorie de l'évolution de Darwin, quand tu vois le singe qui grandit là, et après il y a l'Homo sapiens, il a perdu tous ses poils. Ça, c'est une évolution. Il était bien habillé et tout ça, il n'avait pas besoin d'industrie pour produire les vêtements. Il était habillé déjà. Et il n'avait pas des ongles, il faut les couper, hein. Sinon on ne marche plus, ça se fait les mètres. Et ça sert à quoi? Que ça pousse en permanence. C'est l'évolution qui a fait. On est très mal adapté à cet environnement. Oui, mais comment ça se fait que c'est l'évolution, que c'est de la vie qui a fait ça? Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi? Alors, ça, et là, il n'y a pas. Pour avoir Bizarre, une telle analyse, une telle conception, ça demande un certain niveau d'honnêteté intellectuelle et aussi de détachement de soi-même, parce que nous sommes tous formatés pour la sublimination de ce que nous sommes, de notre ego, de nous-mêmes, de ce que nous sommes en termes de créatures sublimes, civilisées. Qu'est-ce que ça veut dire civilisé? À l'image de Dieu, qui sera l'être sublime. Alors, le Dieu en question, pour dire oui, là maintenant on est dans le théorique, d'après moi, c'est un imposteur qui a créé effectivement ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous, c'est une créature dégénérée et totalement inadaptée à la vie sur Terre. Et le but était très simple, c'est de créer un bétail qui soit totalement, du coup, dépendant de ses créateurs. En cherchant bien, c'est à propos de ce dieu imposteur, c'est un peu ce que disaient c'est ce qu'ils disaient les premiers chrétiens gnostiques. On voit ça dans les textes apocryphes. Et c'est ce que disaient aussi les cathares. Ils disaient que c'était un imposteur, que ce n'était pas un vrai dieu. C'est intéressant cette notion d'imposture. Oui. Et on se rend compte qu'en fin de compte, tout le monde dans lequel nous vivons repose sur la tromperie, depuis le début, sur la tromperie, la manipulation de cette nouvelle caractéristique de cet humain qui est la vanité, la sublimination de l'ego, donc. Et toute la propagande est le fer de lance de ce qui fait tourner le monde. Pour pouvoir justement nous mentir, nous tromper. Et les religieux disent que la tromperie, c'est Satan. Mais oui, effectivement, c'est les forces du mal n'ont cessent que de nous tromper depuis le début pour nous pousser à notre propre perte. Alors,
On veut dire dans quel but? Ok, tout ça dans quel but? Il y a des interprétations qui nous disent que ce serait qu'on a été créé à une certaine époque juste pour ramasser de l'or pour une confédération intergalactique qui avait besoin d'or pour sauver son système, sa planète, etc. Très bien, mais ça ne tient pas la route du tout. Parce que des primates, c'est ce qu'il y a de mieux pour les mettre au boulot. Hein. Des primates, ça résiste à tout. Aux intempéries, au froid, ça travaille dur, c'est fort. Surtout sans conscience. Ça réfléchit pas trop. Donc Sans conscience. Ça ne peut pas être la bonne explication. Pourquoi? Il nous a créés avec la conscience, justement, qui est libre arbitre, c'est une magnifique. pseudo-conscience. C'est présenté comme donné par Dieu, mais effectivement, si ils nous ont créé sans poil, je ne vois pas comment ça peut être quelque chose de bien en nous privant des poils qu'on a eu avant, que cet Homo erectus a eu avant. Je veux dire, donc cet humain, le premier Homo sapiens, ils étaient obligés d'écouter les dieux pour leur survie, parce que sinon ils n'auraient pas survécu. Parce que comment faire pour se chauffer? Il fait trop froid, il faut s'habiller. Donc, là... Et c'était coincé, ils étaient dans un piège. Ça commençait avec eux et ça continue avec nous. On est toujours dans le même piège pour écouter les dieux et ceux qui nous contrôlent pour faire comme eux ils veulent. Alors les dieux, ils prennent le visage, ils prennent l'apparence qui leur arrange en fonction de l'état de conscience des populations visées. À l'époque, c'était des dieux, peut-être qu'à certains moments même, ils se sont affichés ouvertement comme des créatures extraterrestres, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est l'empire industriel et tous les bienfaits qu'ils vantent, soi-disant. L'argent, on est toujours à l'écoute donc d'une entité omnipotente au-dessus de nous, qui nous dit ce qu'il faut faire. Et cela tend vers la destruction de la planète et du vivant sur Terre. Alors, quel serait l'objectif de tout ça? J'entends très souvent dire, oui, mais les maîtres du monde, s'ils faisaient ça, ils sciraient la branche sur laquelle ils sont assis. Mais c'est complètement stupide de dire ça. Déjà, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est... Déjà, sont-ils des humains? Alors, c'est encore plus absurde comme réflexion, parce que s'ils ne sont pas humains, il est évident qu'ils ne sont pas assis sur la même branche que nous. Oui, mais là, déjà, je crois que les croyants ne suivent plus, parce que l'homme, c'est le summum de l'univers, de la création. Même s'ils sont humains, qui nous dit que eux, ils n'ont pas pris leur devant pour, je ne sais pas, conquérir d'autres planètes, ou ne serait-ce que, par exemple, on sait très bien qu'ils ont la Patagonie, l'Australie, ils ont des villes entières souterraines. Cette notion de scier la branche sur laquelle on est assis, ma foi, si eux, après, ils gardent ce qu'il y a de vivable sur Terre uniquement pour eux, il n'y a pas de problème. L'objectif de tout cela semble d'être de mettre donc la créature à l'état de bétail, non pas pour fournir un travail qui serait de récupérer l'or. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est de se nourrir de l'énergie du bétail. Et depuis le début, on constate que les religions servent à ça. C'est-à-dire il semble y avoir deux courants stratégiques. Le premier, c'est d'appliquer la terreur. Donc par la terreur, on peut capter l'énergie développée par la créature terrorisée. Et l'autre courant, c'est la prière, de forcer la créature à prier. Et effectivement, avec l'usage de la terreur, on peut forcer la créature à prier. Donc d'une pierre deux coups, on a une double source de captation de l'énergie. Et ce que je disais tout à l'heure, au bout du compte, après, quand la créature est devenue obsolète ou que c'est le moment, eh ben, c'est la viande qu'on va récupérer, c'est plus le lait, on la met à mort et on prend l'arme. Période de l'Apocalypse. Et il peut même y avoir aussi un autre objectif associé, parce que ce qui nous leurre souvent les uns et les autres, c'est qu'on focalise sur un objectif, alors qu'il peut y en avoir plusieurs qui soient associés. Et quand certains disent « oui, c'est ça », ils ne se trompent pas, mais il ne faut pas être binaire, c'est pas parce que c'est ça qu'il n'y a pas autre chose. Donc il peut y avoir un autre objectif associé qui est par exemple de faire de la planète Terre un satellite de fer et de béton, pour parler clair, simplement. Parce que qui nous dit que les entités qui sont au-dessus de tout cela n'ont pas intérêt à aseptiser totalement cette planète pour en faire un satellite, pour qu'il soit vivable pour eux, ou pour d'autres espèces, je n'en sais rien. On constate aussi, et cela c'est un fait, que le monde industriel tend à l'aseptisation de la planète. C'est certes, ça prendra encore du temps, mais par contre, quand on arrive
a poussé le cheptel jusqu'à 7 milliards et demi d'individus, et que 7 milliards et demi d'individus, chacun d'entre eux inclut un mode de vie destructeur du vivant, le travail va être beaucoup plus rapide. Et il était effectivement exponentiel. La destruction du vivant aujourd'hui est exponentielle, justement parce que la révolution industrielle contamine toutes les populations mondiales. Et la révolution industrielle est donc un plan, qu'on pourrait dire satanique, de destruction du vivant pour mettre sous dépendance totale la créature et finir après par capter son énergie et son âme. Voilà ce que nous pensons de la situation en termes d'hypothèse de crime. Parce que la révolution industrielle, l'industrie est présentée comme le dieu quoi, qui a permis la richesse et tout ça. Donc tous les pays encore en développement ou en Afrique, ils veulent l'industrie. Ils recherchent tout ce qu'on a en Europe, aux États-Unis, ils veulent ça. Parce que ça a amené la richesse, soi-disant. Et c'est toujours le raisonnement binaire qui manipule à travers les propagandes de ceux donc, qui monopolisent le crachoir. Cette propagande et ce raisonnement binaire, combien de fois nous entendons dire, et tu verras d'ailleurs dans les réactions, ouais, mais tu veux nous renvoyer à l'âge des cavernes ou quoi? Ouais, voilà. Oui. Bon. Voilà. Comme s'il ne pouvait pas exister un système en harmonie. L'harmonie entre les humains, avec la nature, les animaux. Tout ça, ça existe. C'est seulement, nous ne sommes pas dans ce système-là. C'est tout. Le raisonnement binaire, il est associé à la tromperie, au mensonge, à l'escroquerie. C'est-à-dire que d'un côté, on veut nous dire « Ah, tu es contre l'évolution industrielle, donc tu veux nous envoyer à l'âge des cavernes. » En omettant de dire qu'entre les deux, il y a des alternatives viables, mais qui nous sont interdites par la terreur d'État qui règne sur pratiquement dans... Il y avait peut-être le Venezuela, mais je crois que pratiquement dans tous les pays du monde, tout ce qui est alternatif est interdit par la terreur d'État. Ce qui est encore plus flagrant. Ou il le laisse pour faire semblant d'une évolution. Ou c'est détourné. Ouais. C'est détourné, par exemple, comme le solaire, le photovoltaïque, etc. Ce sont des énergies qui sont extraordinaires en termes de potentiel, mais on t'en fait un truc complètement ridicule, qu'en plus on te couple à l'électricité qui est fournie par les centrales nucléaires. Le nucléaire est une arme satanique par excellence. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs tous les symboles de Satan avec les pylônes, avec des pentacles. Regarde bien les pylônes des lignes à très haute tension, la plupart c'est une tête de bouc. Et ça, ce n'est pas un hasard. Autour de Marseille, c'est horrible. Hein. La planète Terre est un terrain miné par le nucléaire, contaminé, ce n'est pas un hasard. À côté de ça, on avait des énergies alternatives, elles ne sont pas alternatives, elles étaient là avant, qui sont comme le moteur, par exemple le moteur magnétique, des propulsions comme le moteur à air comprimé ou encore le moteur à eau à hydrolyse. Il y a plein de technologies qui existent, qui ont été éprouvées même avant celles qui nous ont été imposées par la révolution industrielle. Il en est exactement de même en termes de médecine, de soins, de santé publique, où on nous a imposé tout ce qui était mauvais pour nous et pour la nature, en lieu et place de tout ce qui est bon. Et toujours par la terreur d'État. Et en fin de compte, tout le système, l'imposture industrielle fonctionne avec la propagande, donc le mensonge et la terreur d'État. C'est ça le vrai problème que nous avons. Donc il ne s'agit pas de renvoyer l'humanité à l'âge des cavernes, il aurait s'agit, en fin de compte, de permettre, maintenant que la créature dégénérée que nous sommes existe, de lui permettre de trouver un mode de vie adapté à la nature, qui ne la détruise pas, qui lui permettent de s'inclure humblement, sans la détruire et en la respectant. Et c'est tout à fait possible. Il y a quantité de populations dites sauvages ou indigènes qui vivent sans causer de dégâts à la nature et qu'on est en train évidemment de prendre pour cible pour les exterminer jusqu'au dernier, ne serait-ce qu'à travers des virus, encore une fois. Et comme ça, on n'aura plus jamais aucun modèle pour dire oui, la vie en harmonie avec la nature est possible. On pointera toujours du doigt le sauvage anti-civilisé. La civilisation est une imposture fondamentale qui nous a lavé le cerveau depuis des milliers d'années, bien avant la révolution industrielle. C'est bien lourd ça. Hein. D'accord. Bon, on peut faire une pause encore pour l'instant. Donc, vous avez une vision du monde assez spéciale, mais je trouve qu'elle est quand même de plus en plus partagée par beaucoup de monde actuellement, même si ce n'est pas une majorité.
Est-ce que vous n'avez pas peur que votre vision du monde choque certaines personnes ou vous fasse passer pour des berlus qui n'ont rien compris à notre Ben non. fonction ici sur Terre? Mais non, hein, on n'a pas peur. Pas du tout, au contraire. Pourquoi? Eh bien, tu vois, comparé à tous ces gros mouvements de dissidence, on n'est pas là pour faire du chiffre. Ouais. On n'est pas là pour faire du nombre. On n'est pas là pour rallier les masses. Les masses, elles bouffent à McDo, elles envoient leur gosses au McDo tous les dimanches. Elles sont branchées sur la télé. Elles se disent activistes, mais elles passent leur temps à piller les supermarchés de toutes les saloperies possibles et imaginables. C'est ça les masses. Il n'y a rien à attendre d'elles. Il est évident que tout ce qu'on dit s'adresse à une minorité. Une minorité de personnes, non pas des personnes qui sont, plus intelligentes que d'autres, mais des personnes de courage qui ont accepté ou qui acceptent les profondes remises en question. C'est ça le vrai courage, d'accepter les profondes remises en question, celles qui bousculent, celles qui bouleversent. Et ça, c'est forcément très très peu de gens sur tout le nombre de personnes qui peut nous capter en ce moment. Et on ne fait pas de politique. Voilà. Donc on ne fait pas de politique, on ne fait pas un gros appel aux dons, donc on n'a pas une démarche qui va vers le gros nombre pour pouvoir après récolter des avantages. On est là pour dire ce qu'on a à dire. Voilà, il faut aussi arrêter de s'auto-censurer. Ce qui fait à peu près tout le monde. Parce que même si les gens dénoncent, il y a une limite quelque part. Des fois, des choses qu'on ne peut pas dénoncer. Si on dénonce ça, là, on risque d'avoir des problèmes. Donc, nous, on a décidé, maintenant, on dit tout ce comme on pense. Après, les gens le comprennent et ils réfléchissent, ou ils ne le comprennent pas, ou ils s'en foutent. Nous, en tout cas, on a dit ce qu'on a à dire. Parce que moi, je trouvais que c'était important de le dire, parce que si on considère la vie et le sens de la vie de la façon comme nous, on la voit, et je pense que c'est beaucoup plus proche de la vérité et la réalité, je dirais, que ce qu'on peut trouver sur Internet. Je crois, à la fin, ça va être bénéfique pour, pas seulement pour nous, mais pour tous. Ouais. Ouais. Pas seulement individuellement, même si ça peut nous provoquer beaucoup de problèmes au première vue, mais le plus important, c'est quand même comment on se sent à l'intérieur. Parce qu'on peut vivre dans un confort magnifique extérieur, les gens disent « Oh, cette personne vit bien », mais tu sais pas comment cette personne vit sa vie à l'intérieur, et c'est ça qui est le plus important. Nous, on peut être n'importe où, sous un pont ou quoi, on sait, on est bien. Même si on a des périodes difficiles à traverser, on est bien. Et pourquoi on ne trouvera pas des solutions? Oui, mais après, ça n'est pas parce que qu'on part en guerre contre ce que tout le monde dit qu'il est impossible de combattre que ça va mal se finir. Tu vois, là encore, ce sont des programmations. On n'a pas du tout l'intention de finir en martyr. Oui. C'est pas l'exemple qu'on veut donner. Donc, je dis simplement qu'il faut arrêter d'avoir peur, qu'il faut au contraire aller chercher en soi cette énergie de courage. La peur, c'est certain qu'on l'a. On l'a tous. Mais la peur, elle génère deux choses, deux énergies. Le courage et la lâcheté. Mais à la base, il y a toujours la peur. La peur, elle est normale, qu'on l'ait dans un certain sens. Après, il y a cette peur factice, cette peur artificielle qui est fabriquée par les programmes de la société, par les programmations, par notre connexion à la matrice et non pas à notre cœur. Et au bout du compte, quand bien même on est submergé de peur, ce qui est important, c'est d'y faire face. C'est, comme elle disait tout à l'heure, de les combattre pour pouvoir passer par-dessus, mais surtout de dépasser la peur
Et celui qui va au combat sans avoir peur n'est pas courageux. Celui, par contre, qui va en ayant la peur au ventre, il est courageux. Celui qui a peur et qui décide de s'inventer tous les bons prétextes qui vont bien pour ne pas faire face à ses responsabilités, transforme sa peur en lâcheté. Et la plupart du temps, ce sont les plus agressifs parce qu'ils ne veulent pas être démasqués, les lâches. Oui. On a quantité de détracteurs, même par exemple parmi les mamans protectrices, il faut savoir qu'on a eu, ça tu le sais, hein, oui, que les personnes qui ont été les plus virulentes pour nous descendre en flèche, pour nous critiquer, pour mentir sur nous, pour nous rouler dans la boue excrémentielle, ça a quand même été des mamans soi-disant protectrices pour lesquelles, moi en particulier, j'étais prêt à tout risquer. Enfin, pour leurs enfants en tout cas. Tout simplement parce que c'est justement ça, que moi j'ai été prêt à tout risquer pour sauver des enfants et que leur maman, elle, ne voyait pas sous cet angle-là. Et c'est ça qui les a, en fin de compte, choqués, bouleversés, c'est d'être démasqués dans leur médiocrité. Les gens qui sont démasqués dans leur médiocrité, dans leur lâcheté, dans leur misérabilité, ceux-là veulent te tuer plus que tous. De même que les gens qui sont pris au piège de la matrice au point d'être devenus la matrice. Dans leur tête, ils sont la matrice. Ceux-là, ils ne veulent pas qu'on fasse tomber la matrice, en réalité. Des gens qui ont des bonnes positions. Ceux-là, ils veulent nous tuer. Ils veulent notre fin, ils veulent notre perte, ils veulent nous rouler dans la boue excrémentielle jusqu'à ce qu'on soit totalement discrédité. Parce qu'ils ne veulent surtout pas que ce grand paravent d'illusion s'effondre. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils ne sont plus personne, ils ne sont plus rien. Par exemple, le grand médecin qui tout d'un coup est confronté à une réalité qui commence à trop se généraliser sur l'imposture médicale, avec l'imposture de Pasteur, etc., confronté avec les médecines, les vraies médecines, telles que par exemple la médecine du docteur Max Gerson ou d'autres thérapies naturelles, eh ben, il devient ridicule. Et il ne le veut pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a avancé dans la vie, son ego a été nourri de vanité, de reconnaissance sociale, et lui préférera ta mort que de voir les vérités le descendre, lui, dans ce monde d'illusions. C'est pareil pour prendre d'autres types de professions, le général d'armée qui voudra toujours pouvoir beugler ces phrases tonitruantes de grandeur de la France, etc. Mais il va tomber de son piédestal s'il comprend que, s'il accepte de regarder en face que, quel que soit le nombre d'étoiles qu'il porte sur ses épaules, il n'a jamais été qu'un manipulé, et que plus il est monté en grade, plus il a été manipulé, et plus même son rôle dans ce jeu que nous dénonçons a été lourd, c'est-à-dire qu'il a été impliqué. Comme certains généraux que j'ai connus, dont j'ai déjà parlé, qui osent même nous dire, en nous regardant en face, en regardant la caméra en face, qu'ils ont envoyé des soldats français se faire tuer pour la grandeur de la France. Ou dans quel théâtre d'opération créé par le réseau Gladio. Je veux dire, tous ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point ils sont... Enfin ici, ils s'en rendent compte, mais ils ne veulent pas que leur degré d'implication et leur propre imposture deviennent une évidence pour les autres. Ils ont peur de perdre la face. En clair, on peut dire ça pour simplifier. Et voilà. Donc quelquefois, il vaut mieux perdre la face pour un mieux-être ensuite. C'est pas pour un mieux-être, c'est-à-dire que perdre la face pour ces gens-là, accepter de perdre la face, accepter de détruire ce qu'ils sont, qui n'est en fin de compte qu'une émanation de l'imposture satanique. Et ben, c'est le seul remède qu'ils aient pour sauver leur âme. Et c'est ce qui est très difficile. C'est sûr, c'est pas facile du tout. Mais c'est le seul moyen de ne pas continuer dans la mauvaise voie. Une fois on a compris, et on veut sortir de là aussi. Je veux dire, on a fait des choses, on se rend compte que c'était pas bien, et c'est pas pour continuer. Une fois on a pris conscience de tout ça, quoi. Peut-être au début on a été manipulé, mais on savait pas. Mais du moment où on prend conscience, on n'est pas obligé de continuer jusqu'à la mort, jusqu'à là. Je veux dire, il y a toujours la possibilité, à tout moment de la vie, la possibilité de changer. Donc, tant qu'on n'est pas mort, c'est pas trop tard. C'est un peu ce qu'on appelle la rédemption. Oui, mais la rédemption, c'est, comme elle disait tout à l'heure, c'est à notre propre niveau que nous la faisons. Oui. C'est nous-mêmes qui avons à nous pardonner ou pas à nous pardonner. Oui. Le pardon, c'est pas quelque chose de vide, de creux, d'abstrait. C'est
c'est ton changement de cap. C'est-à-dire tu fais amende honorable des erreurs, tu commences par les poser sur la table, par avoir le courage de regarder tes erreurs, le degré de manipulation qui t'a bouffé, et par dire ok, maintenant je fais une croix sur tout ça et je pars dans la bonne direction. Et ça impose forcément un mot que je n'aime pas, mais bon, qui est plus proche de la réalité pour comprendre ce que je veux exprimer. Ça impose des sacrifices. Alors des sacrifices que nous, par exemple, nous avons fait, tous les deux. Donc c'est pour ça, une fois de plus, que je peux me permettre de jouer les donneurs de leçons de morale. C'est que le sacrifice de la vie sociale, des acquis de la vie sociale, nous les avons faits, nous. On est passé outre, on a décidé de s'en débarrasser pour pouvoir justement se rapprocher de la vérité et de ce pourquoi on pense être sur Terre. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à faire, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible et ça n'est pas destructeur. Regarde-nous aujourd'hui, on s'en sort, on arrive à s'en sortir. Et là, c'est encore un effet de la magie de l'univers, c'est que là où la raison s'arrête, intervient la magie de l'univers qu'il faut aller chercher. Il faut être capable de se débrancher de la matrice dans le sens où il faut être capable de se déprogrammer du raisonnable, de la notion de rationalité, où dans la matrice, on va te dire, mais non, tu ne peux pas aller dans cette direction parce que tu ne vas pas survivre plus de 2 jours. Oui, mais si je ne vais pas là, je vends mon âme, alors quoi? Donc je vais aller tant pis, je vais aller dans la direction opposée et puis on adviendra ce qui adviendra. Ça, c'est se débrancher de la matrice, c'est aller à l'encontre de toute la logique diffusée par le conditionnement mental de l'imposture sociétale. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Et selon moi, c'est fondamental. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous qu'on parte dans le maquis, comme tu disais tout à l'heure, ou qu'on est tous capables de le faire, mais je pense qu'on est tous capables de faire un gros bouleversement de sa vie pour arrêter de tricher avec les autres et surtout de tricher avec soi et d'aller à l'essentiel qui est ce combat du bien contre le mal et repousser tous ces subterfuges qui nous sont, là encore, dans lesquels on est incité à plonger, amené à plonger. Toutes ces entreprises pour détourner nos élans humains, nos élans résistants, nos élans révolutionnaires ou activistes ou je ne sais quoi. Comment ça se manifeste, comment ça se présente? Bon, il y a toutes les grosses ONG, hein, Greenpeace, Amnesty International, d'autres ONG, il y en a des... Tout ça, c'est des paratonnerres. Il y a la dissidence, la fameuse dissidence. Ouais. C'est la même merde. C'est, encore une fois, faire croire aux gens qui vont dans cette direction que là, on résiste, là, on va changer le monde, et en fin de compte, non, on continue à faire tourner ceux qui se font prendre, on continue à les faire tourner dans l'échiquier truqué de l'imposture sociétale et même l'échiquier truqué de la politique. Parce que tu vois, par exemple, égalité et réconciliation, maintenant, c'est le parti politique. Ouais. Hein, c'est quoi l'alternative finale de tout ça? Après avoir fait ficher tout le monde et avoir emmené tous ces jeunes créer des camps de dissidence alternatifs qui sont tous fichés par la gendarmerie à l'heure actuelle, et ben c'est de dire maintenant pour résoudre le problème, on crée un parti politique, par ici l'argent et puis on va gagner aux prochaines élections. Bon, donc on est cerné en fin de compte. C'est le monde satanique de la tromperie de Satan, on est bel et bien prisonnier dedans, on est totalement englué de ça. Totalement englué, et la seule alternative, c'est la restauration de sa souveraineté individuelle, c'est aller là où tout le monde dit qu'il est impossible d'aller. En fait, comme tu l'as déjà vécu plusieurs fois, il ne faut pas suivre la cohérence. Quand on réfléchit, on a une solution, mais le cœur dit qu'il faut aller dans l'autre direction. Et donc, une direction qui est complètement pas logique, il n'y a pas d'issue en réalité, c'est juste le cœur qui parle comme ça. Et ben, le cerveau de l'autre côté, il dit, il y a 1000 raisons, il se présente 1000 raisons pourquoi aller par là. Non? Ouais. Et pourtant, tout ça, il faut suivre le cœur, même si on ne sait pas. Même si toi, dans ta vie, tu l'as déjà vécu plusieurs fois, tu ne savais pas. Non. Dans l'affaire Vincent, tu t'es mis en clandestinité. Pour commencer, tu ne savais pas si ça allait terminer dans 2 mois, 1 an ou... Voilà, tu l'as fait quand même. Ah ben, je pensais que ça allait se terminer très vite, mais je ne me souciais pas de ça.
sortais de prison, que j'ai pu ici rentrer dans pas longtemps, même pour longtemps, c'était... je veux pas jouer les héros, mais je veux dire, quand tu veux aider un gosse de 10 ans, c'est secondaire ça. Enfin, normalement, un être humain, c'est ça. Normalement, c'est ça, l'être humain. Et je comprends pas les autres, sincèrement. Quand je vois tout le nombre de personnes qui ont essayé de me convaincre, à commencer par tous ces cloportes, la politique de vie, qu'il fallait, côté notre premier, bien sûr, lui c'est un gros vendu, et qu'il fallait que je revienne à la raison, qu'il fallait livrer ce gosse aux gendarmes, etc. C'est honteux, franchement. Mais c'est épouvantable. C'est la peur. C'est Oui, aussi c'est la peur. la raison qu'il n'y a pas d'issue. Oui. Ils ont tous compris le système, donc ils ont compris qu'il n'y a pas d'issue, c'est un système satanique, c'est dans les plus hautes sphères du pays et plus haut encore, donc il n'y a pas d'issue. Et ils te disent, mais tu sais à quoi tu es confronté, laisse tomber, tu peux pas, c'est trop énorme, toi tu peux pas. C'est trop gros pour Jusqu'à toi. quand? Jusqu'à où tu vas aller? Et j'en ai même qui m'ont presque insulté en me disant tu te prends pour qui? Tu te prends pour un dieu? C'est trop gros pour toi? Tu es misérable d'oser te mettre en face de ça. Tu es qui toi pour faire ça hein? On a entendu c'est tout, dingue, hein. on a vraiment entendu tout. Pour aider un enfant, tu te prends pour Dieu pour faire ça. Ça veut dire c'est que les satanistes qui peuvent dire ça quand même. Hein. Ouais. Et donc effectivement, quand je suis rentré en clandestinité en 2007, là, en fin de compte, c'était pas un détail. C'est pas du tout que je savais pas ce que je faisais. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Ça a été une accumulation d'expériences. J'ai eu beaucoup d'autres expériences. Donc, que personne ne connaît. Les rares expériences que les gens connaissent, d'ailleurs certains les usent contre moi pour un peu se moquer de moi, dire que je plante tout ce que j'entreprends, c'est par exemple l'aventure de Madagascar. Je sais pas, tu as entendu parler de ça, Madagascar, où j'étais allé récupérer 2 petites filles qui étaient séquestrées par leur père pour essayer de les rendre à la maman qui avait la garde. Et ça a foiré, j'ai été prisonnier, ça s'est très mal passé pour moi. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai pris la décision de partir en 2007 en clandestinité, l'affaire Vincent, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai eu quantité de mésaventures et d'expériences avant, y compris celle de Madagascar qui avait foiré, qui m'ont indiqué que j'étais pris au piège d'une imposture, que la société était une imposture et qu'il fallait en sortir, que sinon c'est moi-même qui allais y rester. Et certes, je me disais, bon, ils vont certainement me choper d'ici 2 mois, 3 mois, je ne savais rien. Jeannette était très inquiète, mais je m'en fichais. Je serais encore en prison à l'heure actuelle depuis 2007 ou 2008. Je serais aussi bien que toutes les fois où j'étais en prison, parce que c'est là-dedans que ça se passe. Ouais. C'est est-ce que je suis en phase avec moi-même? C'est pas est-ce que je suis en phase avec l'imposture sociétale et les sataniques. C'est est-ce que je suis en phase avec moi-même? Est-ce que j'ai été vrai avec moi? Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent la paix, la paix, la paix, mais on est en enfer. Qu'est-ce que tu veux, la paix? On ne peut pas la paix en enfer, c'est le diable qui veut ça. Ouais. Parce qu'en enfer, on est cerné de problèmes et il parle de paix. C'est ça. En regardez, en étant gentil avec tout le monde, c'est pas possible. Ils veulent tous vivre en paix dans un monde infernal. Voilà. Si on n'est pas au paradis ici. La seule chose qu'il y a à faire si on veut vraiment cette paix, déjà c'est avant tout de ne pas la vouloir juste pour sa petite gueule, mais de la vouloir pour le grand ensemble. Et bien il va falloir la construire cette paix. Et construire la paix dans un monde infernal, ça sous-entend immanquablement de rentrer dans une sacrée guerre. Oui, il va vraiment falloir que certains nous foutent la paix, exactement. Ouais, bah bon, mais il va falloir vraiment qu'on nous remonte les manches, et puis c'est ça que j'entends aussi par résistance. La résistance, c'est pas quelque chose de... c'est pas une notion passive, on est là, tiens, on s'accroche à la chaise, on résiste à l'orage qui passe, à la tempête. Non, ça passe pas, résister, ça passe pas, ça s'aggrave. Résister, oui, chaque jour, on s'accroche à la chaise en disant je résiste, mais en réalité, tu fous rien, et l'ennemi, lui, il avance. Les forces du mal avancent. Chaque jour, on les grignote un peu plus. Qui sont pour la plupart psychopathes en ce qui concerne nos dirigeants. Ah oui, pour imposer ce qu'eux l'imposent, ce qu'ils font avec l'humain et la vie en général, il faut se demander, c'est pas humain. Il faut avoir une sacrée dose de psychopathie, comme tu dis. Oui, au moins. Je voulais revenir sur les femmes dont tu parlais tout à l'heure que tu as aidées pour leurs enfants. Ouais. Tu as dit que certaines s'étaient retournées contre toi, c'est bien ça? Oh bah oui.
Récemment, tu as parlé de Corinne Gouget sur Meta TV. Ouais. Ouais. Et tu l'as dénoncé pour... c'était quoi la dénonciation en fait? Corinne Gouget, ce que j'avais simplement relaté la vérité. Alors c'est vrai que ça me gêne beaucoup d'en parler maintenant parce qu'elle s'est suicidée entre-temps. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que certains m'imputaient son suicide. Que ça aurait été à cause de mes déclarations sur Meta TV que cette femme se serait suicidée. Bon, le problème effectivement de Corinne Gouget, c'est qu'elle fait partie de ces mères protectrices, enfin qui peut-être au début l'étaient, mais qui ont été complètement bouffées par le système et qui ont refusé de prendre leurs responsabilités, de faire ce qu'il fallait. C'est-à-dire de tout risquer, de risquer la prison et même plus pour essayer de sauver les filles, les enfants. Et Corinne Gouget, à partir du moment, là c'est une répétition, tout le monde a déjà entendu ça sur Meta TV, à partir du moment où Corinne Gouget a été mise en face de ses responsabilités par mon truchement, par mon intermédiaire, elle n'a pas supporté justement que sa médiocrité, paix à son âme, ait été mise en exergue, ne serait-ce que par un individu devant d'autres. Elle n'a pas supporté le fait que je lui ai dit, moi, tes petites filles, je vais en Grande-Bretagne et je les récupère. Ça ne foire pas à chaque fois que je fais une opération de ce genre, je te rassure. Je vais y aller, je te ramène tes petites filles. Là, elle est devenue folle, elle m'a viré de chez elle. Enfin, j'étais chez elle avec Vincent et sa mère pour les planquer à ce moment-là. Ça s'est très mal passé. Moi, ce que je lui ai reproché, c'est pas d'avoir réagi comme ça, parce que j'en ai vu tellement réagir comme ça. Ce que je lui ai reproché, c'est de s'enfoncer dans ce qu'il y avait de pas beau en elle, c'est-à-dire de me prendre pour cible et d'essayer de me faire passer pour un sale type, d'essayer de mettre en garde, soi-disant, les autres mères protectrices, que j'étais quelqu'un de dangereux, qui amenait que le malheur, qu'il fallait me fuir comme la peste. Elle a fait une véritable campagne de communication, d'ailleurs associée à la mère, pour moi c'est pas un mot approprié, la génitrice de Vincent, pour me descendre en flèche. Tout simplement parce que c'était pas des mères, c'était des mères indignes pour moi, c'est tout. Et elles se sont enfoncées dans cette direction. Et jusqu'à, par exemple, encore répétition, excusez-moi pour ceux qui ont regardé Meta TV, jusqu'à aller, quand Janet était en prison dans le cadre de la machination lancée par le procureur Coindeau à Saintes, quand elle était en prison, elle est allée faire une dénonciation, elle est allée faire une main courante, une déposition à la gendarmerie pour dire que oui, nous étions bien des kidnappeurs d'enfants. Parce que je lui avais proposé en 2006 d'aller kidnapper, d'aller récupérer ces enfants qui étaient séquestrés par le pédocriminel qui les séquestrait. Et à ce moment-là, je n'étais même pas avec lui et je le connaissais pas. Corinne Gouget, qu'est-ce qu'elle se mêle à mon histoire? Oui. En plus. Bon, donc voilà, c'était ça. Alors effectivement, c'est pas la seule, il y a d'autres mamans qui m'en veulent, j'en ai rencontré pas mal, et au bout d'un moment, ça m'a assez dégoûté. Moi, j'ai rencontré 2 femmes admirables dans ma vie. Ouais. Je ne parle pas pour elles, qui est plus que ça. Sandrine Gachadois et Priscilla Majani, qui sont citées dans les témoignages que nous avons portés, notamment dans le dossier qu'on a fait en 11 parties. Ce sont des femmes, tiens par exemple, prenons Sandrine Gachadois, qui est un peu plus connue. J'ai beaucoup d'admiration pour Sandrine Gachadois, parce qu'elle est allée jusqu'au bout. Elle s'est enfuie avec ses gosses. Ça peut paraître incohérent, tout ce qu'on veut, c'est la seule chose à faire, je le dis, je le répète. Il n'y a rien d'autre à faire. Des enfants se font violer quelque part, il faut les sortir de là, bon sang. Quoi que ça puisse coûter. Essayer de tenir bon le temps qu'on peut, c'est déjà tout ce temps où les enfants ne sont pas entre les mains de leurs bourreaux, en train de devenir eux-mêmes des bourreaux, des futurs bourreaux. C'est ça notre devoir. Quelquefois c'est dur pour certaines personnes d'être placées face à des situations aussi extrêmes. Ce sont des défis terribles qu'il faut à tout prix relever, parce que très certainement c'est qu'on a un mauvais background en termes de vie antérieure, peut-être, pour ceux qui croient en ça. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la difficulté de l'épreuve à laquelle on doit faire face, en plus qui concerne nos propres enfants, et là, il n'y a plus aucune hésitation, et il n'y a aucun
aucune économie à faire de soi-même. Voilà. C'est un message fondamental que j'ai toujours voulu passer. Et cette femme-là, eh ben, elle n'a fait aucune économie, Sandrine Gachadouin. Elle s'est donnée à fond, elle a pris tous les risques. Et c'est vrai qu'on a eu quelques doutes, nous, quand on l'a interviewée, parce qu'on a vu affaire à une femme qui, à certains moments, pétait un peu les plombs, passez-moi l'expression. Mais ces mères persécutées, les vraies mères protectrices, elles passent entre les mains des inquisiteurs, des sadiques, des sataniques, là, des nazis, comme disait aussi l'autre femme admirable, comment elle s'appelait dans les réseaux de l'horreur, Patricia Poupard. J'ai oublié de noter Patricia Poupard aussi, en termes de femme admirable, qui allait jusqu'au bout pour sauver son gosse. Entre les mains des nazis de la psychiatrie. Eh ben, ces femmes-là, elles sortent avec la moitié du cerveau bousillé. Donc évidemment, quand tu as en face de toi une femme qui a des comportements parfois qui te paraissent en décalage, qui sont bizarres, tu dis, bon, si elle pète un plomb, alors ça explique tout. C'est que il ne faut pas la suivre. Elle raconte n'importe quoi. Mais non, c'est des femmes qui ont été justement mises sous le rouleau compresseur des traitements psychiatriques, ouais, pour les détruire, pour les faire en sorte que leur témoignage ne soit plus crédible, que des gens comme nous se posent des questions. Alors oui, je reconnais qu'à un certain moment, on s'est posé des questions sur Sandrine Gachadouin, mais l'expérience nous a confirmé que non, c'est bien une femme de courage qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver ses gosses. C'est quand même fou hein, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel, ouais, que les mères font encore pour leurs enfants. Je veux dire, si on le fait même plus pour ses propres enfants, qu'est-ce qu'on fera dans la vie? Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus précieux? Tout est dit. Pour tes propres gosses, non, tu vas te cacher sous la table. Tout est dit là. On est quoi? C'est ça les êtres humains? Et ça, c'est la norme. Il est temps de se réveiller, et c'est vraiment temps de se réveiller, de se reprendre aux mains. Comme je dis souvent, de se mettre la tête sous l'eau froide, là, ça va plus du tout, là. Ça va plus du tout. Et nous serions des exceptions. Tout le monde devrait être comme ça. Ça devrait être ça, la norme. Moi, j'ai été accusé aussi par d'autres mères, des bonnes femmes, à la con, de dire « Ouais, ça cache quelque chose, que tu t'impliques pour les enfants, c'est même pas les tiens, ça cache quelque chose. » Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements de merde? Tu vois à quel point elles sont pourries, quoi. Ça dénote vraiment de l'état dans lequel est l'espèce humaine à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire que toi, avec tes tripes, tu vas aider un gosse, et on va dire « Ouais, mais ça cache quelque chose, parce qu'un humain normal n'aide pas un gosse qui n'est pas à lui. » Il ne prend pas des risques comme ça pour un gosse qui n'est pas à lui. Oui, mais malheureusement, c'est vrai. Hein. La norme, elle est comme ça. Ils ne prennent même pas pour leurs enfants, ça se fait même pas. C'est non, mais t'es pas bien, toi. Faut le laisser se faire. Bref. Donc, oui, on parlait de ces mamans. Il y avait des exceptions, qui malheureusement sont des exceptions. Et sinon, une grande majorité qui donc disent beaucoup de mal de nous, je le sais, et ça s'explique très bien, ce que je voulais dire, c'est tout à fait normal, dans le sens où elles ne veulent pas être démasquées, ou leur médiocrité doit rester secret, leur secret. Et bien, manque de peau avec moi, ça ne reste pas leur secret. En ce qui concernait Sandrine Gachadouin, nous avons fait ça dans les règles, parce que je vais quand même apporter une nuance. Il ne s'agissait pas d'aller rapter des enfants, d'exfiltrer tout le monde, je ne sais pas dans quel pays, et puis de dire, voilà, le travail, il est fait. Entre 2006, c'est-à-dire l'affaire Vincent, l'affaire Corinne Gouget, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2012 et l'affaire Sandrine Gachadouin, ça avait évolué, surtout dans ma tête, où moi, c'est vrai que j'ai quelquefois été un peu moins réfléchi. Il s'agissait vraiment de commencer par recueillir les preuves. Voilà. De faire une opération qui permette d'attester, tu ne peux absolument rien dire. Et c'était ça l'histoire de Sandrine Gachadouin. En ce qui me concernait, moi, il était question d'intervenir dans un moment où les enfants étaient violés, de repartir avec cette preuve absolument écrasante, et en fonction de là, éventuellement, faire quelque chose, bien sûr, pour sortir les enfants de là. Qui a quelque chose à dire là-dedans? Il y a encore un magistrat qui ouvrir sa gueule pour dire que c'est un projet de kidnapping. C'est-à-dire que pour eux, retirer un enfant en train de se faire violer des griffes de ceux qui violent les enfants, ce serait un kidnapping à les écouter. On les emmerde.
Oui, bah mettez-nous 10 ou 15 ans de prison si vous voulez. De toute façon, ce sont des sataniques, on les a assez dénoncés. Et tous les parents qui rentrent dans le système de la peur et de dire il faut s'écraser devant les magistrats, il faut faire semblant de ne pas comprendre que la justice est un échiquier truqué, ce sont des misérables, ils sont en train de vendre leur âme au diable comme les autres. Voilà ce que j'ai à dire là, sur ces gens-là. Voilà. Et ces mères soi-disant protectrices. Tu voulais me poser autre chose comme question sur les mamans protectrices et les problèmes qu'on a eu avec Non. Corinne Gouget, j'en finis. Évidemment, mes regrets sincères. Elle s'est suicidée. Ouais, je pense que c'est pas forcément à cause de toi. Je pense pas beaucoup de choses autres qu'une simple critique sur Internet. Oui, après, je veux dire, mais c'est pas impossible. Pas à cause de moi directement, mais il n'est pas impossible qu'elle ait fini par comprendre à quel point elle avait trahi ses petites filles. Ouais. Parce qu'effectivement, je lui ai dit, et si elle a écouté ça, ça ne peut que l'avoir fait réfléchir, et ça a pu lui faire péter les plombs. Mais c'est là où je regrette infiniment, parce qu'il y a d'autres moyens d'essayer de rattraper. Je ne sais pas quel âge elles ont, les filles, je ne sais pas si c'est rattrapable, effectivement. Mais je pense que même si on a vendu ses propres enfants, le suicide n'est pas l'alternative. Certes, on va vivre à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, avec une tâche très lourde à porter. Mais quoi que l'on ait pu faire dans sa vie, on peut toujours dire maintenant je change de direction et je vais faire ce qu'il faut faire pour lutter contre tout ça. Est-ce que tu crois que ça concerne aussi un sataniste Bien sûr. Tu penses qu'ils ont le niveau de conscience pour... Attention, je parle de ceux qui ont un niveau de conscience. Ouais. Du moment que la conscience est là, tout est possible. Tout est possible. À partir du moment où il y a encore de la conscience. Ouais. Oui. Maintenant, pour les MK Ultra, pour ceux qui ont vendu leur âme au diable, qui sont contents de l'avoir fait, qui se complaisent dans cet état-là, il n'y a rien à faire, évidemment. Maintenant, pour ceux qui ne vivent pas bien avec ça, et qui s'entourent de tous les artifices possibles et imaginables pour se donner l'illusion autour d'eux, et se donner l'illusion qu'ils vivent bien avec ça, je veux leur dire que, bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Seulement là, c'est pas un choix facile. C'est les choix encore plus très, difficiles très que les difficile, autres. Parce que c'est sûr, on va avoir les réseaux sataniques contre soi et on risque gros, c'est sûr. Mais peut-on risquer quelque chose? Y a-t-il quelque chose de plus gros à risquer? Non. Je te pose cette question, je pose la question à toutes les personnes qui nous écoutent. Y a-t-il quelque chose de plus gros à risquer que notre âme? Que de vendre son âme, oui. Après, on n'y croit pas, d'accord, on va dire c'est une question de croyance. On peut encore débattre là-dessus. Mais moi, je laisse juste cette question en suspens. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire toutes ces singeries dans cette imposture sociétale, en se pavanant avec des fonctions prestigieuses et tout, en se disant tout le monde est comme ça, après tout, autour de moi? On est seul face à tout ça, face à ses responsabilités ou à ses manquements, surtout au moment de sa mort. On est seul face à ça. Et moi, j'imagine le degré de perdition, de bouleversement, d'une personne qui, au moment de la mort, se rend compte de ses erreurs, qu'elle aura validées jusqu'au moment de mourir, sans essayer à aucun moment de rattraper tout ça. Les gens, ils pourront aussi dire « Ouais, mais moi j'étais prêt, j'étais conscient, j'étais prêt. J'étais prêt à retirer l'argent des banques pour faire tomber les banques. Ou boycott des supermarchés, quoi. J'attendais les autres, je diffusais à fond pour que tout le monde soit au courant de tout ça, donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai informé les autres en vue de faire une action collective pour qu'on puisse faire quelque chose globalement qui fait fondre le système. Donc moi j'ai attendu, j'étais prêt, je regardais. Est-ce que le moment va venir où on va faire une action collective? Seulement, les années passent, et ça passe, et l'information circule bien, même très très bien. Mais il ne se passe rien de concret. Les banques sont toujours plus forts. Et ces gens-là, le supermarché aussi. Ces gens-là disent c'est pas de ma faute parce que personne ne bouge autour de moi. Donc moi, je suis bien, j'attends. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, j'attends qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. La faute aux autres. Hein. Ouais, tu vas voir, mon gars, quand tu vas arriver. C'est pour ça on dit. Tu vas voir, on a conclu aussi les actions collectives, il ne faut pas les attendre. Je veux dire, on va passer sa vie, il ne se passe rien. Voilà, c'est ça. Ou ce sera détourné, comme d'habitude dans ce monde,
Donc il faut choisir individuellement soi-même par rapport à sa conscience, qu'est-ce qu'on veut faire. S'unir avec quelques personnes de confiance maximum et c'est tout. Et faire ce qu'on doit faire, ce qu'on ressent devoir faire. Voilà, pas attendre que tout le monde se réveille et on puisse avoir un grand impact, il n'arrivera jamais. On passera notre vie, ce sera trop tard. Les actions collectives, elles sont par définition vouées à l'échec. Parce que l'action collective, c'est l'infiltration, déjà pour commencer. Si ce n'est pas tout simplement mis en scène par l'ennemi. Parce que toutes les grosses mouvances, tous les gros mécanismes collectifs, j'en parlais tout à l'heure, les associations, les ONG, la dissidence, les nouveaux partis politiques émergents, se disant avoir tout compris, être alternatifs, etc. Toutes ces mouvances sont déjà fabriquées par l'ennemi, en termes de canalisateurs. Maintenant, si vraiment il y a une mouvance qui se crée, un mouvement collectif, il va être infiltré de toutes les manières, parce qu'il se crée dans la posture sociétale, et il aura le même effet que les mouvements fabriqués pour ça. Et c'est en ça que le mouvement collectif est voué à l'échec, mais quelque part c'est tout à fait normal, puisque, je le répète, le but du jeu n'est pas de se réfugier et de se dissoudre dans la masse, où tout se passe bien parce qu'on est 10 000. Ouais, on se sent plus fort quand... Oui, on veut réduire les risques, parce qu'on dit si on partage les risques, moi je mets juste un petit pas à Puis au cas où, je peux toujours me planquer derrière les... Voilà. Oui, je peux dire, c'était les autres, j'ai juste suivi moi. Le challenge, le vrai challenge, le vrai défi de la vie, c'est d'y faire face soi-même, tout seul. Comme si les 7 milliards 500 millions de personnes autour de nous n'étaient qu'une illusion. Et c'est peut-être d'ailleurs le cas. C'est peut-être d'ailleurs le cas. Ce qui n'est pas une illusion, c'est ce que je suis, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Ça, c'est fondamental à comprendre. Maintenant, après, il y en a qui vont me dire, oui, mais avec une notion stratégique, opérationnelle, mon gars, tu es tout seul à essayer de faire tomber le mouvement, le système pyramidal, la matrice, tu ne vas pas y arriver. Mais qu'est-ce que vous en savez? Arrêtez de me dire ça. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai décidé que ma vie servirait à ça, elle servira à ça, et peut-être qu'avant de mourir, si je meurs, pardon, ça m'a échappé, peut-être que je vais la trouver, la solution. Ok? Peut-être. Qu'est-ce que, si ce n'est vos propres peurs à vous, face à votre propre médiocrité, qui vous permet de dire que je n'ai aucune chance de trouver la solution? Moi, ce que je dis à tous les autres, à 7 milliards 500 millions d'êtres humains, réveillez-vous tous autant que vous êtes pour chercher la solution. Pour faire tomber la matrice, pour faire tomber le monde de Satan et créer un monde meilleur. Parce qu'on ne peut pas créer un monde meilleur sur une base pourrie. Tous ceux qui te disent qu'ils vont créer un monde meilleur, toutes ces grosses mouvances, on crée des villages autonomes alternatifs, la permaculture par-ci, Pierre Rabhi là, et les petits colibris par-là, ouais, c'est bien. Au milieu de l'enfer, ah, vous avez tout compris les mecs, hein. Donc le monde meilleur se construira jamais sur des bases pourries qu'on a maintenant. C'est-à-dire de créer des bases alternatives, autonomes, à l'énergie libre et tout ça, c'est très bien. Mais dans ce monde d'enfer, si ça n'arrange pas le système, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas permettre que tout le monde aura accès à tout ça. Est-ce que j'étais claire? Oh, bah, je pense que oui. Oui. C'est-à-dire que le b.a.-ba de la stratégie impose de laisser des soupapes d'expression. Voilà. Hein? C'est-à-dire que quand tu ne veux pas qu'il y ait des révoltes partout, qu'il y ait des vraies résistances qui se créent, tu te laisses des marges, des espaces d'expression libre. Des possibilités pour certains de vivre comme ils le veulent, comme ils le sentent. Mais en attendant, le système n'autorise pas une grande diffusion de ces... Ça sert pour l'illusion, pour dire on a le droit de faire ça. Oh, regarde ça. Seulement, c'est complètement inefficace et ça sert qu'à quelques personnes qui peuvent se le permettre. Voilà. Mais pas à tout le monde. Voilà. Ça devrait être pour tout le monde. Et ça ne résout aucun problème. Je veux dire, ça permet peut-être à quelques-uns de vivre mieux que les autres, ou plus proche de la nature, pendant que la nature est en train d'être massacrée sur tout le reste de la planète.
ça n'empêche pas tous les massacres humains que nous savons. Ça ne résout strictement rien, si ce n'est que donner l'illusion à quelques-uns de changer le monde. Et qu'on a la possibilité de le changer dans ce système-là. Et on ne peut pas, ils ne nous permettront pas. Tous ceux qui essaient de diffuser ça, à la grande diffusion justement, que tout le monde puisse en profiter, mais terminé, on les élimine. Et ces gens-là, ils le savent très bien, donc ils restent dans leur coin, ils font un truc magnifique, super, mais ils savent où sont les limites. Et là, c'est le problème de l'autocensure. Là, c'est la conscience. Et là, le problème de l'âme commence, parce qu'on sait on peut aller plus loin. Seulement, on s'autocensure parce qu'on connaît les limites du système. Oui. L'autocensure, c'est une façon de vendre son âme au diable la plus courante et la plus clean, si je peux dire entre guillemets. Ouais. Mais à côté de ça, quand tu regardes ces mouvements alternatifs qui donc t'incitent à aller créer un monde meilleur donc au cœur de l'enfer, hein, mais ils ne prennent pas en compte tout ce qui est en ce moment appliqué en termes d'offensive contre l'humanité, en ne parlant que ce qui est appliqué contre l'humanité, c'est-à-dire la révolution du genre, dont on parlait tout à l'heure. Dans une ou deux générations, c'est fini, il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus que des gros perturbés complètement tarés qui violent leurs gosses, parce que c'est normal. On aura peut-être l'énergie libre. Ouais, oui, bien, il n'y a plus de problème. Les offensives, par exemple, technologiques dont je parlais dans les autres vidéos, la guerre bactériologique, les offensives technologiques avec la guerre bactériologique, par exemple, je reviens sur les virus, les chemtrails et les ondes pulsées. Là, en fin de compte, on est pris en étau et on ne peut strictement rien faire contre ça. Au moment où je parle, là, ils sont en train de nous balancer en Europe, dans tous nos pays, des épandages. Des épandages qui peuvent même intégrer des virus. Ils nous contaminent. On prend des virus, on en prend tous les jours plein la gueule. Et il faut savoir, ça ce sont des scientifiques qui l'ont établi, que ces virus peuvent être activés par les ondes des téléphones portables, des antennes relais, etc., des compteurs Linky. C'est ça qui nous attend autour d'eux, par exemple. Donc on peut toujours s'amuser à aller prendre une pelle, une petite pelle en plastique, une petite pioche en plastique et aller faire des châteaux de sable pour faire des petites plantations bio, là. Ça les fait largement rigoler. Je ne veux pas terroriser les gens, mais je veux quand même qu'ils sachent un peu le degré de satanisme et les menaces réelles qui pèsent sur l'humanité. En France, ici, là, pour commencer, j'ai parlé de la guerre civile, on y va tout droit, hein, c'est en train de se vérifier. Je parle des menaces bactériologiques et de guerre électromagnétique associée à la guerre bactériologique. Je parlais tout à l'heure du coup de la grippe A, tout est en place pour plus. Hein. Et je vais donner un petit exemple de choses absolument terrifiantes qui existent. Ce sont les possibilités pour les maîtres du monde de fabriquer le vaccin du zombie, le virus du zombie, je voulais dire. Ouais. Alors le virus du zombie, c'est quoi? C'est ce qu'ils savent faire, des combinations. On peut pas appeler le terme combination, c'est plus proche, de virus entre eux, comme par exemple le virus de la grippe dite humaine avec le virus de la rage. Ça donne quoi? Ça donne ce qu'on voit dans les films d'horreur. Ouais. La nuit des morts vivants, les zombies, etc. Ben ça, c'est très facile pour eux de le créer. Il y a des scientifiques qui ont lancé cette alerte-là. Il est très certainement créé. Et il est encore plus facile pour eux après de le diffuser par les chemtrails et de l'activer quand ils veulent. Mais il est possible que nous en soyons porteurs à l'heure actuelle et qu'il n'y ait plus après qu'à balancer certaines ondes pour le réveiller. Par les antennes relais. Oui, par les antennes relais, les Linky, les téléphones portables, etc. Ça, c'est une réalité. Et je vais te donner un petit indice qui va encore affoler un peu les gens. Mais il faut qu'ils soient affolés pour qu'ils comprennent, pas pour être juste affolés. Ce qui s'est passé le 1er de l'an à Cologne, en Allemagne, où soi-disant tous les immigrés, tous, hein, comme un seul homme, venus de Libye ou je sais d'où, de Syrie, sont allés violer les femmes dans la rue. Ça, c'est quoi d'après toi? Dans toute l'Allemagne, oui. Ça pue le test grandeur nature à plein nez. Et comment est-ce que c'est réalisable? C'est très simple. Ces réfugiés, quand ils sont intégrés dans les pays où on force les populations des pays dits civilisés à les accepter, ils passent des protocoles sanitaires. Protocoles sanitaires, c'est-à-dire des injections vaccinales, et puis ils n'ont pas leur mot à dire. Voilà.
Donc c'est une certaine population, au milieu de toute une population d'un pays, qui a eu des injections de lots de vaccins, entre guillemets, très particuliers, qu'on n'a plus qu'à activer à un moment donné à travers des émissions d'ondes, par les antennes relais, les téléphones portables. Il est évident que ne réagiront que ceux qui ont eu le lot de vaccins correspondant. Voilà. Et nous avons eu donc une application de ce dont je te parlais quelques minutes en arrière, concernant ce qu'ils sont capables de faire en termes de contamination activée par téléphone, par les ondes pulsées. Ce sera une explication possible. C'est une théorie. Parce que c'est quand même bizarre qu'au jour du Nouvel An, à un jour précis, toutes ces personnes violent dans différentes villes les femmes. Pourquoi cette population, pourquoi ce jour-là, comment on peut coordonner tout ça? C'est quand même bizarre. Et quand on connaît les avancées de la science, eh bien on sait que ça c'est absolument réalisable et qu'en plus c'est le genre de choses qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que moi j'ai lu les déclarations j'ai malheureusement pas ça avec moi pour pouvoir le citer, d'une scientifique qui disait que oui, le virus du zombie est très facile à réaliser, il demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens logistiques, mais en théorie il existe, cette abomination dont je parle. Et elle concluait sa conférence ou son exposé devant la presse aux États-Unis en disant mais qui voudrait faire une chose pareille? Ben nous, on a compris maintenant. À partir du moment où on sait le monde dans lequel on vit, où on sait par exemple ce que font Quand tu sais ce que c'est que la psychopathie, c'est très simple de voir qui pourrait utiliser ce genre. Alors, on regarde qui règne dans le monde. Alors voilà le vrai danger. Le vrai danger, c'est la face cachée de cette société, c'est toutes les abominations qui sont capables, que ces petites élites sataniques sont capables de répandre sur la planète, et qui ils en répandent d'autres depuis toujours, qui ne nous choquent même plus. Il est certain que quand on se verra tous les uns les autres en train de se dévorer entre nous, ça va commencer à nous choquer, mais ce sera trop tard. Alors il n'y a pas 36 moyens pour faire face à toutes ces menaces qui sont en train de se positionner pour être activées. Il y a très peu de choses à faire. Les dénonciations, en fait, ils sont tous les jours plus graves. Voilà, chaque fois, on découvre ce qu'on croyait avant, c'était abominable, et qu'il y a plus de... On peut plus avant, ça peut pas être encore plus horrible. Ah si, c'est possible. Ouais. Ah si, c'est possible, encore pire. Ouais. On n'est pas encore en enfer final. Et vraiment, c'est pour nous dire, mais passez à l'action. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a un autre effet d'Internet, d'ailleurs, que je veux aussi dénoncer. En fait, Internet, une petite parenthèse, si tu permets. Je disais tout à l'heure que ça sert déjà à nous transhumaniser, à nous fusionner avec l'intelligence artificielle qui permet le contrôle mental terminal. Ça permet de nous interdire de réagir en tant qu'humains, donc aussi de prendre notre âme, de nous pousser à la faute terminale. Ça sert de vecteur d'intox et ça sert aussi de vecteur de terreur. Parce qu'en fin de compte, les gens qui se balancent toutes ces informations abominables, ils se terrorisent les uns les autres. Il y a un égrégore de terreur effarant, effroyable qui se dégage de tout ça. Qui, en fin de compte, tu vas me dire, mais est-ce que c'est nocif d'être terrorisé par la vérité? Non, c'est pas nocif. Si tu respires un grand coup, comme je disais, si tu vas te mettre ta tête sous l'eau froide, et si après tu réagis. Seulement, comme on se limite juste à constater, à ressentir la terreur, et puis après la frustration, parce qu'on a la frustration aussi de ne rien faire, puis d'autres peurs. Après, il faut s'enfuir. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un intellectuel, contre un virus Soi-disant, ne pas savoir quoi faire. Et c'est pour ça que la majorité des gens s'enfuient à la télé, à la discothèque, tout le temps. Il faut se changer les idées, parce que la vérité, c'est tellement insoutenable. On pète des plans. Donc, justement, à un moment donné, il faudra qu'on voit ce qu'on peut faire. Tiens, ce qu'il est possible de faire. Pour les chemtrails, tu m'as dit un truc. Oui. Il est possible. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, qui avait mis au point, et j'ai vu qu'après c'était un dispositif qui existait, qui était plus ou moins diffusé, sous le manteau bien sûr, et auto-censuré. Des espèces de canons qui balancent des produits. Je pense que c'est quelque chose qui ressemble un peu à la composition des orgonites pour neutraliser les chemtrails. Il y a un dispositif qui existe. J'ai entendu parler de ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'en était servi. Manifestement, ça marchait. Et d'où il utilisait son canon, il y a un hélicoptère de l'armée qui est venu.
évidemment, il a pris son truc, il l'a mis dans la cave et fini, quoi. Ah non, non, c'est trop dangereux parce que là, l'armée est venue et j'ai eu chaud, en clair. Quelques menaces, c'est fini. Il suffit d'être un peu menacé ou un peu inquiet et les gens, ils vont se cacher, ils partent en courant. Donc il y a des moyens même de déglinguer les chemtrails. Mais même ça, les gens n'ont pas le courage de le faire. Bordel. Ils ont juste peur, oui, parce que l'armée vient, ah non, moi je ne veux pas risquer après la prison, etc., etc. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de moyens pour traiter beaucoup de problèmes. Après, plus on laisse la situation s'aggraver, plus ça devient difficile, c'est évident. Et qu'en amont de tout ça, fondamentalement, c'est pour ça que je suis dans la démarche révolutionnaire depuis 2007, un des moyens les plus efficaces semblerait être, par exemple, de prendre le contrôle d'une nation dite civilisée. Voilà, pour tout geler au niveau des offensives. Voilà, pour tout geler au niveau des offensives les plus graves, déjà dans l'instant. Et en même temps, pour faire savoir aux autres pays autour comment ça se passe. Et leur dire qu'il faut très très vite faire la même chose, surtout. Hein, sinon, tu tiens pas 2 jours dans un monde pareil. C'est pour ça. C'est pas que je suis à côté de la plaque, où je suis sorti du cadre. C'est que je ne vois pas d'autre alternative. Alors, il y en a certainement d'autres. Moi, c'est celle que je vois la plus pertinente qui peut traiter à la fois le plus de problèmes. Ouais. Qui demande un engagement personnel, le mien, bon, ça va, c'est très bien, je suis dans ma ligne, et qui, par contre, nécessite effectivement le réveil et l'action d'autres mouvances. Ça, c'est pas quelque chose que je peux réaliser tout seul. Mais par contre, bon, je mets ma vie sur le plateau pour ça. Bien. Il y en a d'autres qui peuvent mettre leur vie sur le plateau dans d'autres directions, pour des actions peut-être plus symptomatiques. Je pense qu'il est peut-être plus facile aussi de traiter des actions plus symptomatiques à partir du moment où tout le monde décide de traiter des actions symptomatiques, ne serait-ce que dans son village ou dans son quartier. On leur mènerait tous une guerre terrible et ils ne tiendraient pas. C'est pas possible. Si tous les humains acceptaient de prendre leurs responsabilités et de dédier leur vie à sauver la vie avec un grand V, comme faisait l'Homo erectus avant, ils ne tiendraient pas en face. D'ailleurs, ils ont peur de ça. Si. Non, alors là, voilà. Pour moi, ça ne repose pas sur du si. Je déteste le mot si. Mais si tout le monde faisait... On n'a pas d'autre alternative. On se réveille, on se met face à ses responsabilités individuellement en tant qu'humain de conscience, où l'âme, elle passe à la gamelle. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas, je ne dis pas aux gens, et si. Voilà ce que vous devez faire. Après, vous trouverez quel est en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez compris, de ce que vous voyez autour de vous, quel est le mode d'action qui vous sied le plus. Vous pouvez vous tromper, en chercher un autre, mais ce qui est fondamental, c'est de dédier votre vie au combat.